question, c'est, vous parlez d'une possible alliance pour se sortir de l'Europe, mais est-ce que vous faites référence par exemple à l'eurasisme avec la Russie? Est-ce que c'est pas non plus une autre forme de mondialisme? Alors c'est une très bonne question. Il ne faut pas angéliser, à mon avis, comment dire, l'adversaire du démon. Il n'y a pas de démon déjà, enfin pas dans le monde réel, il ne s'incarne jamais complètement à un endroit, il est un peu partout toujours. Et effectivement, si demain la France devait basculer d'un système d'alliance qui existe aujourd'hui et qui est l'OTAN vers un autre système d'alliance encore à construire et qui la rapprocherait par exemple de la Russie, ça porterait en soi aussi des formes de négation de souveraineté. Mais si vous voulez, il y a comment dire, moi j'ai tendance à penser, quand on étudie l'histoire, en tout cas ça a l'air d'être assez confirmé, deux choses qui plaident quand même plutôt en faveur de l'alliance russe dans une perspective antimondialiste. D'abord, la France, c'est aujourd'hui, on va être optimiste, on va dire 1/6 de la puissance des États-Unis. Encore, je suis très optimiste quand je dis ça. Alors que c'est probablement, je sais pas, la moitié de la puissance russe. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, ces os. Bon, ça dépend ce que vous appelez la puissance, ça dépend quels critères vous retenez. Mais c'est un ordre de grandeur. C'est beaucoup plus facile de négocier votre souveraineté avec quelqu'un qui pèse 2 fois votre poids qu'avec quelqu'un qui pèse 6 ou 7 fois votre poids. Vous connaissez la citation célèbre d'Audiard, quand les types de 120 kg disent quelque chose, ceux de 60 kg les écoutent. C'est encore plus vrai avec les types de 420 kg. Bon. Donc il vaut mieux avoir affaire à un type de 120 kg qu'à un type de 420 kg. Bon, ça c'est un premier constat. Ensuite, il y a un deuxième constat, c'est que nous vivons aujourd'hui dans une représentation de l'histoire qui n'est pas exacte, qui nous a été imposée par les vainqueurs de 1945, et qui voudrait que les thalassocraties anglo-saxonnes ce soit en quelque sorte le camp de la paix et de la démocratie, alors que les puissances continentales, Allemagne, Russie, seraient en quelque sorte le camp de la dictature et de la guerre. Sauf que quand on y réfléchit bien, on voit tout de suite que ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route parce que les puissances ont intérêt à faire, figurez-vous, ce à quoi elles ont intérêt. C'est-à-dire que c'est une tautologie, mais la puissance va aller chercher, va agir selon ses intérêts. Sur le long terme, ça va forcément se passer comme ça. Temporairement, ça peut y avoir un dirigeant fou ou idiot, qui fait que ça ne se passe pas comme ça, mais sur le long terme, ça se passe comme ça. L'intérêt des puissances continentales, dans l'ensemble, c'est que la paix règne sur les continents. L'intérêt des puissances thalassocratiques, dans l'ensemble, c'est que la paix ne règne pas sur les continents. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas la paix sur les continents, les puissances continentales vont se battre entre elles. Si elles se battent entre elles, elles vont construire des armées et pas des flottes. Si elles ne construisent pas de flotte, la maîtrise de la mer va rester acquise aux puissances thalassocratiques. C'est tout simple, hein. Le meilleur moyen de vaincre une flotte, c'est de l'empêcher de se construire. Donc dans la réalité, les puissances thalassocratiques sont plus guerrières que les puissances continentales. Ça ne se voit pas forcément parce que les puissances thalassocratiques jouent souvent des stratégies de bascule. La Grande-Bretagne a fait ça par rapport à l'Europe pendant des siècles. La Grande-Bretagne a soutenu les ennemis de la France, elle a même inventé d'une certaine façon l'Allemagne en soutenant la Prusse, contre la France. Puis, quand la France a cessé d'être la puissance qui pouvait construire une flotte embêtant la Grande-Bretagne,
la Grande-Bretagne a soutenu la France contre l'Allemagne, parce que maintenant c'était l'Allemagne, à partir du 19e siècle, qui pouvait construire une flotte capable d'embêter la Grande-Bretagne. Donc bien sûr, à la fin, il y a eu une guerre entre les Français et les Allemands. Mais cette guerre, elle a quand même été, pas fabriquée, il ne faut pas exagérer, mais elle a été discrètement encouragée, soutenue par la Grande-Bretagne. Donc d'une manière générale, si vous voulez, quand vous êtes un pays qui est quand même plutôt une puissance continentale, ce qui est le cas de la France, même si la France a aussi une vocation océanique, c'est d'abord un pays continental, vous pouvez plutôt vous attendre à trouver des gens qui vont avoir les mêmes intérêts que vous du côté des autres puissances continentales. Et en particulier, vous pouvez vous attendre à avoir en face de vous des puissances qui veulent plus la paix. Alors je sais bien que c'est toujours difficile de dire à propos des Russes qu'ils veulent la paix, parce que Dieu sait que la Russie a fait des guerres, mais en fait, quand on regarde ses intérêts objectifs, aujourd'hui la Russie n'a pas tellement intérêt à la guerre. Alors après, il y a l'argument de la démocratie. Ça, on nous le resserre toujours, la démocratie. Bon. Alors c'est sûr que le régime de Vladimir Poutine n'est pas une démocratie. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, quel est le régime démocratique aujourd'hui dans le monde? Bon, il y a la Suisse en partie. Bon, et encore. Il y a l'Islande, on va dire, peut-être. Bon, il semble bien que ça soit assez démocratique. C'est-à-dire, en gros, c'est des petites entités, quoi. Bon. Vous imaginez une démocratie à l'échelle de la Russie, aujourd'hui? Ben, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher aux Russes de ne pas être démocratiques. Dans la réalité du monde tel qu'il est, le régime de Poutine, il fait ce qu'il peut. Moi, je trouve que, honnêtement, je ne vais pas chanter les louanges de Vladimir Poutine, hein, il n'a pas besoin de ça, mais je trouve que c'est quand même assez fort d'entendre des Occidentaux qui ont promu pendant toutes les années 90 la dislocation mafieuse de l'ancien espace soviétique, parce que c'est largement nous, nos dirigeants, qui l'avons promu, fabriqué. D'entendre des Occidentaux qui ont provoqué, en partie d'ailleurs de façon délibérée, donc la catastroïka yeltsinienne, d'entendre des Occidentaux qui, quand même, à travers le monde, ont depuis des décennies soutenu quantité de régimes absolument détestables, haïssables, qui sont aujourd'hui alliés aux monarchies du Golfe. Hein, la démocratie en Arabie Saoudite, ça pourrait être un beau sujet de dissertation quand même. D'entendre ces Occidentaux-là reprocher à Vladimir Poutine d'avoir en gros fait quoi? Fait le constat que la Russie pouvait aspirer à une forme de dictature de la loi, où c'est pas démocratique, mais où au moins on essaye petit à petit de faire reculer la corruption, et où, à défaut d'avoir des règles du jeu que la population fixe, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément dans la culture russe, hein, il faut bien le dire, au moins il y a des règles du jeu, de les entendre, eux, lui faire le constat qu'il n'a réussi que ça, je trouve que c'est vraiment fort, quoi. Il faut un sacré toupet pour déployer la propagande que les médias occidentaux déploient en ce moment contre la Russie. Encore une fois, je ne suis pas là pour chanter les louanges de Vladimir Poutine. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très mal aujourd'hui en Russie. Je sais qu'ils sont encore très très loin d'avoir résolu leurs problèmes de corruption. Et je ne me fais pas d'illusions sur l'instrumentalisation par les Russes des forces agissantes qu'ils détectent dans les pays occidentaux et sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Ils suivent leurs intérêts, ils ont bien raison, ils vivent dans le monde réel. Eux. Mais franchement, quand j'entends la propagande qui se déchaîne sur le thème « il faut combattre Poutine » parce que la Russie de Poutine, c'est pas une démocratie, je trouve qu'on va très 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 loin dans le foutage de gueule. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai à dire sur la question. Donc si je résume, si vous voulez, oui, bien sûr, hein, il y aura des problèmes. Si ça se produit, si la France, je ne pense pas qu'elle puisse carrément sortir
en quelque sorte de ces alliances occidentales, mais si elle rééquilibre sa position, en partie par l'alliance russe, évidemment ça posera aussi des problèmes. Mais franchement, c'est beaucoup plus facile d'établir un rapport de force avec la Russie qu'avec les États-Unis aujourd'hui. Franchement, on a plutôt intérêt à s'entendre avec les puissances continentales, parce que les stratégies qui sont déployées en ce moment par l'oligarchie anglo-saxonne font peur. Là, on se demande vraiment ce qu'ils sont pas en train de se préparer à nous remettre une guerre sur le dos. Là, on ne rigole plus du tout, si vous voulez. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement à faire là-bas? Jusqu'où ils veulent que l'incendie prenne? Quand on voit comment on nous a fabriqué cette crise des migrants, oula, ça vient pas par hasard, quoi. Les mecs, il n'y a pas des millions de gens d'un seul coup à travers le monde qui se sont réveillés un matin en disant « Ah bah tiens, il faut que j'aille vivre à Düsseldorf. Hein. » Ça marche pas comme ça. On est allé les chercher, il y a des associations, il y a des ONG derrière. Hein. Qu'est-ce qu'on nous prépare? Quel est le projet réel? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se préparer à nous remettre carrément une guerre sur le dos? Moi, au départ, j'ai pensé simplement que pour garder le contrôle, ils allaient déployer une stratégie de la tension, un peu sur le modèle de ce qui s'est fait dans l'Italie des années 70. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas très bien jusqu'où ils veulent aller. Donc, par rapport à ça, on a franchement intérêt à s'entendre avec les autres puissances continentales, parce que ce n'est pas leur intérêt que ça tourne au carnage. Hein. Ni les Russes, ni les Allemands, personne n'a envie de refaire la bataille du Don. Pour l'instant, les seuls qui veulent refaire la bataille du Don, c'est quelques nationalistes ukrainiens excités qui sont cyniquement manipulés, à mon avis, par la CIA, principalement. Je me trompe peut-être. Hein. En face de tout ça, bon, quel est l'argument contre un réalignement des alliances vers la Russie? Le seul finalement qu'on nous sort réellement, c'est pas Poutine, c'est pas la démocratie. Bon, c'est une plaisanterie, quoi. Comment est-ce que vous voyez cette affliction arriver en France, sachant que tous les pouvoirs sont aux mains de cette même oligarchie et qu'il n'y a aucun autre pouvoir qui puisse exprimer et aller contre? En général, quand une révolution survient, c'est parce qu'une fraction de l'oligarchie décide que c'est le bon moment pour remettre en cause le système que jusqu'ici elle administrait avec le reste de l'oligarchie. C'est rare qu'une révolution puisse survenir d'ailleurs dans un autre. Je cherche, mais je ne vois pas tellement de contre-exemples. Il y a peut-être octobre 17, mais c'est pas vraiment une révolution, c'est un coup d'État. C'est très particulier. Et puis ça a été soutenu de l'étranger très fortement. Bon. Sinon, en général, quand il y a une révolution, c'est parce qu'il y a une partie des structures de pouvoir qui remet en cause le système à l'administration duquel jusqu'ici cette partie contribuait. Ça peut arriver en France. Vous savez, un des problèmes des classes dirigeantes françaises, quand on y réfléchit bien, c'est que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'ils essayent d'être intégrés dans le système de pouvoir global en cours de constitution, mais finalement, ils sont toujours cooptés dans des fonctions subalternes. Quand ils ont la mauvaise idée de vouloir un petit peu suivre leurs intérêts, il leur arrive des choses désagréables. Pensez à l'affaire Strauss-Kahn. Bon. Alors on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé, mais à mon avis, c'est pas arrivé par hasard. Oui, non. Je ne vais pas pleurer sur lui, franchement. Enfin, gros, moi quand il s'est fait dégommer comme ça, d'un côté, j'ai été consterné, parce que ça veut dire en gros que quand un président du FMI ne plaît pas aux Américains, il saute, quoi, point. D'un autre côté, ça nous a quand même évité de l'avoir comme président de la République française. Vous imaginez? Non, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent pique-pente de Hollande, mais moi à chaque fois je me dis, mais s'il n'était pas là, ça voudrait dire qu'on a eu l'autre, quoi. Donc, vous imaginez, quoi. Donc, bon, pour en revenir au sujet, je
je pense qu'il y a une partie des classes dirigeantes françaises qui peut choisir à un certain moment de changer de camp. Surtout si, à l'échelle globale, si vous voulez, il y a un autre projet qui émerge et qui est plus intéressant. Les gens, à mon avis, qui se situent à très haut niveau, ils réfléchissent à long terme et de façon globale. Alors, rallier une révolte franco-française, non, les gens à très haut niveau ont conscience des rapports de force, donc ils ne le feront pas. Mais rallier une force politique qui émergerait en France et qui s'inscrirait dans cette perspective cosmopolitique nouvelle, de façon crédible, ça c'est possible. Donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Moi je crois que c'est possible qu'un gouvernement de rupture arrive au pouvoir en France. Pas en 2017 à mon avis, pour des raisons électorales. Ça ne va pas encore assez mal. Il y a encore trop de gens en France qui espèrent que ça va durer, au moins aussi longtemps qu'eux. On a un problème maintenant de structure démographique du corps électoral. D'abord il y a le poids des communautés qui parasitent beaucoup les choses. Et puis surtout, il y a le problème du vieillissement. C'est-à-dire que vous avez maintenant une bonne partie des électeurs. Finalement, quand on réfléchit à quel horizon ils réfléchissent, l'être humain étant ce qu'il est, c'est assez court. Hein. Il y a beaucoup. Moi, je pense qu'en 2017, il y a pas mal de types qui vont voter pour mourir dans leur lit. Leur revendication secrète, ça sera ça. Que les choses durent aussi longtemps que moi. Moi, je vais mourir dans mon lit. Voilà. Donc, pour moi, tant que l'euro tient, si vous voulez, il fonctionne comme une digue à laquelle s'adossent tous les conservatismes de la société française. Parce que c'est une monnaie administrée à l'allemande, par une Allemagne vieillissante. Donc, quelque part, c'est une sorte de digue derrière laquelle vous avez tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont intérêt à avoir une politique monétaire rigoureuse, s'adossent à cette digue et la défendent. Tant qu'elle est là, tant que ce truc-là tient, je ne pense pas que, effectivement, ça soit possible de dégager une majorité de rechange en France et de faire sauter le bloc institutionnel. Mais combien de temps ça peut encore tenir ? Bon, quelques années, mais ça ne peut pas durer éternellement. Enfin, je veux dire, on voit très bien que techniquement, ça ne marche pas, ça n'a pas été bien conçu. Donc forcément, à un moment, il va y avoir quelque chose qui va bouger à ce niveau-là. Quand ça va bouger, on va sortir de la configuration où on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un certain moment, cette énorme dette irrecouvrable, il va bien falloir directement ou indirectement la monétiser. Il n'y aura pas d'autre sortie possible. Donc à ce moment-là, tous ceux qui vont voter en 2017 pour sauver leurs petits sous, ils n'auront plus cette raison-là de voter parce que leurs petits sous, ça y est, ils les auront perdus. Et c'est dans ce contexte-là, à mon avis, qu'on peut voir émerger quelque chose de nouveau. Peut-être que je me fais des illusions, hein, mais c'est un scénario possible. Sur le fait que la France n'est plus une nation, enfin, je crois que ça reste quand même encore une nation parce qu'il y a une conscience politique qui est construite au niveau de la population française qui est exceptionnellement forte. Ça reste quand même encore un État, même s'il a perdu pas mal de ses attributs de souveraineté. Enfin, vous savez, à un certain moment, moi j'ai toujours tendance à employer une boutade. Je pense qu'aujourd'hui, 100% des Français connaissent le nom de Madame Najat Vallaud-Belkacem. Et qu'il y a pratiquement 0% des Français qui connaissent le nom du général qui commande le corps d'armée blindé mécanisé stationné, je pense, à Mourmelon, dans un coin comme ça. Il ne faut pas oublier qu'en 2 heures, tout le monde peut avoir oublié Najat Vallaud-Belkacem et tout le monde peut connaître le nom du commandant du corps blindé mécanisé. Ça peut arriver en 2 heures. Ça, il faut s'en souvenir. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tant que l'armée française existe, l'État-nation français existe. La question, c'est combien de temps l'armée française va exister. En dernière analyse, à mon avis, si on pose la question de savoir est-ce que l'État existe encore en France, concrètement, ça tient sur l'armée française. Un peu aussi sur la police, la gendarmerie, mais surtout sur l'armée.
effectivement, s'ils arrivent à dissoudre l'armée française, là on peut dire qu'ils auront vraiment ils en auront fini avec la France. C'est bien attaqué. Mais enfin bon, comme en face il n'y a pas grand-chose non plus. Je pense qu'il y a une volonté de défranciser l'armée française, qui est bien avancée d'ailleurs. Mais là-dessus, j'ai un peu changé d'opinion là-dessus, parce que au départ, moi aussi, je pensais qu'on pouvait défranciser comme ça l'armée française, puis j'ai réfléchi. Et je me suis dit, au fond, l'intérêt d'avoir une armée efficace, c'est-à-dire une armée où on ne réfléchit pas, il ne faut pas réfléchir, hein, c'est un job où ça fait partie du boulot. Hein. Vous connaissez la phrase de Gaulle sur les militaires, moi je l'aime bien. Il est faux de dire que les militaires sont idiots. Simplement, comme ils ont tendance à s'exagérer l'impuissance de l'intelligence, il arrive qu'ils négligent de s'en servir. Et il savait de quoi il parlait. Hein. Je pense que, si vous voulez, si on est dans un contexte vraiment où il y a une volonté partagée par une partie des classes dirigeantes de revenir à une souveraineté française, volonté qui, encore une fois, pour les raisons que j'ai expliquées, peut réapparaître. L'intérêt d'avoir une armée où on ne réfléchit pas, c'est que justement on n'y réfléchit pas. Voilà. Donc on verra. Mais je suis d'accord avec vous, il y a une volonté de la dissoudre par le haut, par le bas, par tous les côtés, c'est évident. Encore, c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, l'échéance décisive, ça sera 2022. Parce que 2017, je pense que c'est trop tôt. 2022, je pense que l'armée française sera encore là, ça prend du temps quand même à dissoudre un truc comme ça. Hein. Je pense que ça sera au début de la prochaine décennie. Si on voit qu'en 2023, 2024, vers ce moment-là, ça ne s'est pas produit, je pense qu'il faudra considérer qu'on est des Français d'après la France. Et que maintenant, on doit être des Français d'après la France à l'intérieur d'une Europe à construire. C'est une autre entité politique, c'est un autre projet. À mon avis. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Honnêtement. Hein. Mais il y a des gens que ça pourrait déranger. Si vous voulez, je vais répondre à la question du monsieur. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, monsieur me disait, mais il n'y a pas de projet européen. C'est vrai, à ce stade, il n'y en a pas, puisque il y a un projet euro-atlantiste, on va dire. Et encore, on ne sait même pas très bien ce que c'est. Mais si vous voulez, le truc qui risque de se passer, à mon avis, hein, c'est que, là encore quelques années au rythme actuel, et en gros, la situation, ça va être où on renaît, où ça s'écroule dans une espèce de truc, mais personne n'a jamais vu ça, je veux dire, personne n'a jamais vu se disloquer un pays sur le territoire duquel il y a plusieurs dizaines de tranches de centrales nucléaires, quoi. Ça s'est jamais vu dans l'histoire. Donc forcément, il y a quelque chose qui va apparaître. On verra bien, hein. Mais si vous voulez, où on invente quelque chose, enfin où on revient à la France, où on invente autre chose, ou bien c'est impensable. Ah, c'est mon opinion. Parce qu'en réalité, un État, c'est quoi ? Si on va au fond des choses. Alors bon, évidemment, vous avez le blabla sur les valeurs de la République. Bon, c'est ok. Non, un État, concrètement, c'est j'ai une armée, donc à l'extérieur, on m'emmerde pas, et j'ai une police, donc à l'intérieur, on m'emmerde pas. Dans la réalité, un État, c'est ça. Pardon ? Ah bah oui, c'est bien ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais pour l'instant, on a encore une armée. Il y a encore une police. Alors, si effectivement on s'aperçoit que ça se défrancise, etc., il va falloir que ça soit géré à un autre niveau, d'une autre façon. Mais de toute façon, vous savez, pour moi, il y a une chose qui est claire. Encore une fois, on est sur un territoire où il y a plusieurs dizaines de tranches de centrales nucléaires. Donc, combien ? 58.
Il y a de quoi faire, hein. Merci. Bon, donc forcément, ce qui est arrivé à la Yougoslavie, on ne nous le fera pas. Je ne sais pas comment ils géreront le truc, mais je ne sais pas comment les gens en mesure de gérer la chose s'y prendront, mais non. Pas avec 58 tranches de centrales nucléaires sur le territoire. Voilà, ça c'est mon opinion. Quel est selon vous le niveau de pénétration des intérêts étrangers dans les cercles nationalistes français? Des fois qu'il nous arrivera à peu près la même chose. Et la deuxième question, pourquoi vous n'évoquez pas les attentats qui ont eu lieu avant-hier? Alors, sur le taux de pénétration dans les cercles nationalistes français, je ne peux pas vous évaluer un taux, hein, bon, mais j'ai constaté un certain nombre de choses. Logiquement, les centrales de renseignement sont à l'œuvre à l'intérieur des milieux, entre guillemets, nationaux. D'abord parce que par principe, elles sont toujours à l'œuvre un peu partout. Bon. Et puis d'autre part parce qu'on devient plus intéressant là. Comme justement on arrive à un point d'inflexion historique, où on voit bien que ça va quand même être assez difficile de dérouler le projet comme initialement il semble qu'il a été prévu d'être déroulé. On se rend compte que ça ne se passe pas bien. Il y a quand même maintenant, un des scénarios possibles pour l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de rupture, c'est un des scénarios possibles, il y en a d'autres, ce serait l'intégration, la réintégration, dans ce qui est conduit d'appeler l'arc républicain, d'une partie en tout cas des forces qui constituent le nationalisme français. C'est un des scénarios possibles. Donc ça devient intéressant. Hein, ce sont des milieux qui deviennent beaucoup plus intéressants pour les centrales de renseignement. Alors moi, ce que j'ai constaté, je ne peux pas donner de nom, parce que d'abord ça ne présente pas beaucoup d'intérêt honnêtement, et puis parce que j'ai pas envie de me prendre des procès en diffamation sur le dos, et comme je ne peux pas prouver ce que je vais dire, c'est des intuitions, c'est bon. Mais ce que j'ai constaté, c'est que je crois bien que j'ai été témoin d'une tentative d'infiltration par les réseaux Soros. Je crois bien que j'ai été témoin d'une tentative d'infiltration par des réseaux pro-israéliens. Mais là, si vous voulez, j'avais affaire à des gens qui avaient oublié de mettre le gyrophare, d'enlever le gyrophare avant de faire leur infiltration. Donc il y avait presque une dimension comique dans le truc. Je pense que je connais au moins un agent de la CIA à l'intérieur du mouvement nationaliste français et qui est situé à un très bon niveau d'ailleurs. Je ne peux pas donner de nom. Donc tout ça, ça existe, c'est sûr. J'en suis c'est sûr. Moi, j'en suis sûr, parce que si vous voulez, quand vous avez 40 indices convergents, ça fait quand même un faisceau d'indices convergents tellement lourd que même si vous n'avez pas de preuve absolue, vous vous dites, bon, ok, c'est bon. Quel est le taux de pénétration? Je ne peux pas l'évaluer, honnêtement. Je ne peux pas l'évaluer. Je pense que, par exemple, là en ce moment, il y a une opération, à mon avis, en cours pour faire émerger un truc qui se situerait entre le Front National et les Républicains. Alors je ne sais pas si ça se fera autour de Philippe de Villiers, je ne sais pas si ça se fera autour de quelqu'un d'autre. Pardon ? Bah, disons que c'est quelqu'un qui a une certaine surface. Bon. Mais je suis à peu près sûr que cette opération, que derrière, si vous voulez, il peut y avoir une partie de mouvement spontané. Un de mes amis pense que c'est un signe noir, c'est quelque chose en quelque sorte qui ne peut pas être attendu, voilà. Moi j'y crois pas trop, je pense que ça a été en partie programmé. Et de toute façon ça sera capté, ça sera préempté. Je pense qu'on va assister à ce genre de choses. Mais c'est pas forcément par les centrales de renseignement, ça peut aussi être par tout simplement les Républicains, ou le Parti Socialiste, ou la gauche. Ça peut être par plein de gens. Parce que vous pouvez avoir aussi
des influences qui se croisent, des réalités qui se superposent à différents niveaux. Et vous savez, j'ai beaucoup étudié ces derniers mois l'histoire de l'Italie des années de plomb, parce que je pensais que ça préfigurait en partie ce qui risquait de nous arriver. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand on lit les mémoires des gens qui ont vécu l'Italie des années de plomb, alors évidemment ils disent jamais tout ce qu'ils ont vu, parce que même encore 30 ou 40 ans après c'est dangereux, mais ils en disent beaucoup maintenant. On se rend compte que personne en réalité ne pouvait cartographier la totalité de toutes les manips qui se passaient dans tous les sens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs réalités qui se superposent à différents niveaux, plusieurs influences qui jouent à l'intérieur de ces réalités. Donc vous avez une force politique qui va émerger, parce que à un certain niveau de réalité, par exemple, dans les jeux internes entre partis, à l'intérieur de la démocratie chrétienne, il y a un monsieur qui a voulu mettre une peau de banane à un autre monsieur, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à l'intérieur du truc qu'il a fait émerger dans cette perspective, dans un autre niveau de réalité, vous avez une fraction de l'appareil d'État qui est en lien avec la CIA et qui a glissé un informateur qui va être transformé en agent provocateur pour, en lien avec troisième niveau de réalité des forces, on va dire, mafieuses, organiser et commettre un attentat qui poursuit un objectif dont finalement personne n'est conscient, à part le commanditaire final qui se trouve au niveau de réalité le plus élevé, c'est-à-dire la centrale de renseignement. Vous avez ce genre de force, ce genre de scénario qui peut se produire. Ça s'est produit en Italie à la fin des années 70, au début des années 80. Pardon ? Monsieur n'arrête pas de parler, alors moi je l'écoute à chaque fois. Bon, ça peut aussi nous arriver, quoi. Alors allez faire le tri là-dedans, quoi, je veux dire, impossible. Mais c'est sûr qu'il y a ce genre de manœuvre en cours. Alors ensuite, concernant les attentats, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas envie que 8 crétins lobotomisés, manipulés, nous disent ce que doit être l'ordre du jour quand moi je parle. Non mais c'est vrai, non mais ils sont capables de buter, passez-moi l'expression, quelques dizaines de personnes, parce que c'est à la portée de tout le monde. Ils ne sont pas capables de me faire changer mon ordre du jour. Voilà, point. Quand Angela Merkel a décidé qu'il fallait faire rentrer des millions de migrants, 3 semaines après, elle est obligée de revenir en arrière. Quand on nous organise une espèce de grand-messe ridicule, enfin c'est mon opinion, hein, c'est un jugement de valeur, sur le changement climatique qui serait la cause de tout, y compris d'ailleurs d'après Hillary Clinton, même de l'afflux de migrants. Je le signale pour ceux qui l'auraient raté. Hillary Clinton a dit que la cause de l'afflux de migrants en Europe, c'était le changement climatique. Eh bien, à un moment, on s'aperçoit que concrètement, la France, par la voix de son président, je crois que c'est M. Hollande, enfin bon, peu importe, ou Valls, enfin bon, dit qu'il faudrait qu'il y ait des décisions contraignantes prises à l'issue de ce sommet. Il se fait retoquer par le président des États-Unis qui dit non, il n'y aura pas de décision contraignante. Sous-entendu, les États-Unis ne restreindront pas leurs émissions de gaz à effet de serre ou ce genre de choses s'ils ont décidé de ne pas le faire. Ce qui veut dire que les États-Unis ne s'appliquent pas à eux-mêmes la logique mondialiste. Ce qui ouvre la porte au fait que les autres ne vont pas non plus forcément se l'appliquer à eux-mêmes. Vous savez, on ne peut pas non plus éternellement appliquer le 2 poids 2 mesures dans ce genre de domaine comme dans les autres. Bon, on me dit c'est fait, les nations n'existent plus. Donc je suppose que ça n'embêtera personne si je termine ma conférence en, je sais pas moi, en bulgare. Je me suis mis au bulgare. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de bulgarophones dans la salle. C'est une réalité, si vous voulez, non pas charnelle, mais auditive. Hein. Là, on est en train de parler français. Bon, donc moi non, je ne crois pas honnêtement que la vision de M. Fukuyama soit obtenue. Je pense que ce qui est obtenu à ce stade, c'est que la direction dans laquelle on va est conforme au déploiement de l'idéologie mondialiste.
Mais je ne suis pas convaincu qu'on ait passé le cap à partir duquel on peut dire que cette idéologie a été réellement transcrite dans les faits. Et pour tout dire, je pense même qu'on ne passera jamais ce cap parce que ça me paraît contraire à la nature des choses. Ça supposerait, en quelque sorte, que on puisse unifier le monde. C'est la logique qui est derrière en profondeur. Bon. Mais moi je crois qu'on ne peut pas unifier le monde, si vous voulez, et qu'il va falloir s'y faire. On ne peut pas unifier le monde tout simplement parce que tout mouvement produit un contre-mouvement. Toute action produit une réaction. Si vous unifiez, vous fabriquez en même temps, à travers l'unification, les forces de la dislocation. L'Amérique est un très bon exemple du fait que, si vous voulez, quand vous voulez unifier trop de choses, à un moment, ça se désunit. Ben, je pense que ça finira, ça leur pend au nez, à mon avis, oui. Mais si vous voulez, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que là, la question qui est sous-jacente derrière votre constat est une question qui est très difficile à traiter à chaud, je dirais, parce qu'elle pose des problèmes sémantiques. Il s'agit exactement de définir les mots qu'on emploie. Si j'ai bien compris ce que vous me dites, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, moi, mon opinion, c'est que, voilà, on va dans la direction aujourd'hui, effectivement, de la fin de l'histoire conçue par Fukuyama. En tout cas, c'est le sens général que les classes dirigeantes du monde occidental essayent d'impulser à l'histoire. Mais mon opinion d'abord, c'est qu'on n'a pas passé le cap au-delà duquel on peut dire que leur projet est vraiment en train de se réaliser, et que de toute façon on ne le passera pas. Parce que c'est un non-sens, c'est absurde. On ne peut pas unifier autrement qu'en admettant la diversité. On ne peut pas unifier autrement qu'en admettant la pluralité. Si vous voulez unifier, il faut admettre la diversité et la pluralité. Or, quand vous êtes dans une logique mondialiste américanomorphe qui prétend que les valeurs, alors on va dire occidentales, mais vous mettez 3 paires de guillemets, parce que bon, sont valables à l'échelle planétaire, vous êtes dans le non-sens. Ça veut dire en gros que vous allez expliquer à un hindou dont la civilisation a 4000 ans au moins, que il doit admettre les logiques, les catégories qui fonctionnent depuis 2-3 siècles dans une partie seulement du monde occidental. Il faut quand même, à un moment, excusez-moi, je vais dire des choses là qui vont choquer, mais bon, on me pousse dans mes retranchements. Tant pis, je vais dire ce que je pense sur le fond. Et essayons juste un moment de réfléchir à ce que nous faisons concrètement aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Nous sommes en train de détruire notre écosystème, mais à court terme. Je veux dire, on n'est pas sur des perspectives à long terme de plusieurs siècles. Là, lancé comme on est, si on continue sur ces logiques-là, on aura détruit notre écosystème avant la fin du siècle. Mais je ne cherche pas à justifier. Non, mais je vous donne mon point de vue. Non, mais vous allez optimiste, je ne sais pas si on peut dire ça. Je vous donne mon point de vue. Bon. Et pourquoi ? En profondeur, pourquoi ? Parce que nous avons besoin de consommer. Bon. Pourquoi nous avons besoin de consommer ? Parce qu'il y a plein de mondes avant le nôtre, ou encore aujourd'hui à côté du nôtre, qui n'ont pas besoin de consommer comme ça. Parce que c'est la nouvelle religion. Exactement. Parce que c'est la nouvelle religion. Pourquoi ? Pardon ? Oui, mais pourquoi c'est la nouvelle religion ? Comment cette religion s'est-elle imposée ? Elle s'est imposée parce qu'il n'y avait plus rien. C'est comme ça qu'elle est née, qu'elle s'est fabriquée. Quand vous reprenez l'histoire, que vous voyez l'histoire de l'édification de cette religion de la consommation, vous voyez qu'elle n'a jamais tué aucune religion. Elle s'est imposée à chaque fois, étape par étape, pour remplir le vide creusé par l'implosion d'une religion. C'est la logique, si vous voulez, de la consommation. Vous dites que ça ne tue pas, c'est ça.
idéologie ne tue pas, pourtant c'est... Non, elle ne tue pas de religion, mais elle se répand sur le vide creusé par l'implosion des religions. Moi, c'est mon analyse. C'est-à-dire que les gens, ils ne deviennent pas consommateurs parce que la consommation les a convaincus, parce qu'ils ont été convaincus en quelque sorte que la consommation c'était mieux que la religion. Ils deviennent consommateurs parce qu'ils n'ont plus de religion. C'est mon analyse. C'est comme ça que ça s'est constitué et que ça s'est construit. Ça tiendra aussi longtemps qu'on pourra continuer à consommer. Bon. À un moment, on ne pourra plus continuer à consommer. En tout cas, pas tous. Si on arrive à la fin de la consommation, Qu'est-ce qu'on met à la place? Parce que la religion aura largement disparu. Parce qu'en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez vraiment le fond de mon analyse, la religion, elle a disparu parce que à partir du moment où vous avez une humanité qui s'alphabétise massivement, où vous avez une humanité où la quantité d'informations mises à disposition pour des raisons technologiques à l'intérieur du système croît énormément, ça devient de plus en plus compliqué de maintenir le fait religieux. L'homme change de nature, si vous voulez. Il s'individualise, il pense le monde dans des catégories différentes. Bon. Et ensuite, à partir de là, la consommation se répand pour combler ce vide. Voilà, ça c'est mon analyse. Bon. Par exemple, là, ce qui se passe en ce moment dans le monde musulman, pour moi, ils sont en train de vivre le début de leur sortie de la religion. Alors ça passe apparemment par une exaltation religieuse. Mais vous reprenez l'histoire du christianisme et vous verrez. C'est aussi passé par une exaltation religieuse chez nous d'abord. Moi, c'est mon analyse. Je la donne telle qu'elle. Bon. On ne va pas pouvoir consommer comme ça éternellement. Donc à un moment, voilà, c'est là que les choses vont se décider. Ce système qui, pour l'instant, peut convaincre effectivement des gens qui sortent progressivement de l'ancien mode de pensée traditionnel parce qu'il leur propose la consommation, il ne pourra plus la proposer. Et plus il va se développer, plus il va se généraliser, plus vite il arrivera au point où il ne peut plus continuer à proposer. Sauf changement de paradigme technologique. Voilà. Donc, en dernière analyse, et là je le fais, j'essaye d'expliquer en 10 minutes un truc, si vous voulez, il faudrait des heures pour que j'arrive à formuler exactement mes idées. En dernière analyse, je suis arrivé à la conclusion que le truc qui va décider de l'avenir à l'échelle globale, c'est la technologie. C'est est-ce qu'il y a possibilité technologiquement de concevoir un monde où on met quelque chose après la consommation? Ou est-ce que c'est pas possible? Et en dernière analyse, pour moi, c'est ça qui est décisif. Bon, mais je m'arrête là parce que c'est trop compliqué. Peut-il avoir une accélération programmée liée à la biotechnologie et l'intelligence artificielle pour imposer un nouveau processus de domination? Si oui, peut-on voir ce processus actuel à l'œuvre se produire sous nos yeux par différents constats tels que la vague migratoire, destruction des États, nouveaux types de consommation? Je crois surtout qu'on peut le voir se produire à travers le développement de quelque chose dont je ne sais pas si c'est une annonce ou de la pure propagande autour des projets d'une société comme Google. Alors, une des portes de sortie possibles du système actuel, c'est quand on ne pourra plus consommer des choses réelles, de consommer des choses virtuelles. Et alors ça peut aller très très loin, je veux dire, il y a même une dimension assez comique d'une certaine façon, où vous avez j'ai lu des interviews de gens de Google ou de transhumanistes américains. Alors les types ont complètement oublié que l'être n'était pas son codage. C'est-à-dire que ça ne les dérange pas du tout d'expliquer on va devenir immortel parce que on va faire transiter notre conscience vers des organismes cybernétiques. C'est-à-dire que les mecs ne comprennent pas que peut-être leur conscience ne sera plus une conscience. Il n'y aura plus leur âme dans la machine. L'âme reste humaine.
C'est surtout, si vous voulez, que déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut être conscient si on n'est pas mortel? C'est déjà une première question. Est-ce que ce qui fait que nous sommes vivants, c'est pas justement notre mortalité? C'est une première question déjà qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut pas aussi se demander à un moment, est-ce que ce qui fait notre être, c'est pas une interrogation sur l'être? C'est-à-dire, moi ça, on va pas rentrer dans le détail parce que là, là vraiment, on rentre dans des sujets religieux, quoi. Moi, de par ma religion, si vous voulez, pour moi, ce qui fait que l'être humain sait qu'il existe, c'est qu'il peut se poser la question de sa propre existence. Voilà. Donc déjà que les mecs ne se posent même pas la question, je dis pas que j'ai la réponse, hein, mais ce qui est frappant dans les propos des mecs de Google, c'est qu'ils se posent absolument pas la question. Ça leur vient même pas à l'idée. Et alors, moi j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Crise économique ou crise du sens, et si vous voulez, la thèse en gros de ce bouquin, c'était de dire, confronté à son implosion, le système va se sauver en partie, temporairement, en fuyant dans le virtuel, en se réduisant à une mécanique de codage. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que dans la réalité, on va se heurter au fait qu'il n'est pas soutenable sur la longue durée, il va se transformer en code. Au fur et à mesure que son être va imploser, il va se transformer en code. Mais quand j'ai écrit ça, moi j'imaginais pas que le truc allait se produire quasi, mais matériellement, quasi réellement. C'est-à-dire que le mécanisme par lequel un système se déshumanise et finalement devient simplement son récit par lui-même, le système se raconte, la machine se raconte, et elle sort des catégories du vivant comme ça, qui jusqu'ici étaient des choses qui se passaient sur le plan symbolique. Quand un système fédérateur humain se disloque, ça se passe en général comme ça. Si vous étudiez bien, il devient son propre récit. Il y a une période pendant laquelle il fuit dans un truc que j'ai appelé le surcodage, c'est-à-dire du codage sur le codage. Mais pour la première fois, ça se passe, je dirais, en vrai, quoi. C'est pas symbolique. Ils essayent de le faire en vrai. Mais c'est un suicide en réalité. Je suis d'accord avec les gens qui disent, que c'est la définition de mon ami Lucien Cerise, que le mondialisme est la mort en marche. En termes philosophiques, on le voit s'accomplir à travers ce que vous évoquez. C'était il y a près de 2 ans. J'avais donné une conférence avec Gabriele Adinolfi sur la stratégie de l'attention. Et à l'époque, j'avais fait le constat suivant, que je pensais que, si vous voulez, le niveau de violence qui serait déployé dans le cadre d'une stratégie de l'attention en France serait beaucoup plus faible que le niveau de violence qui avait été déployé dans l'Italie des années 70. Parce que je me disais, en gros, en 1980, pour traumatiser la société italienne, il fallait les 80 morts de la guerre de Bologne. Parce que quand même, il faut se souvenir que c'était une société qui était faite par des gens qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale ou qui avaient vécu les années de l'après-guerre de la Seconde Guerre mondiale, qui n'étaient pas franchement des années sympas. Hein. Donc effectivement, pour arriver à faire peur aux gens, des mecs qui avaient connu les bombardements, la guerre, etc., il fallait y aller, quoi. Je me disais, dans la société actuelle, pour faire peur aux gens, il y aura quelques morts et puis ça suffira. Charlie Hebdo. Vous disait, voilà, ça c'est une opération de stratégie de l'attention à laquelle je m'attendais. On va quand même en parler malheureusement. Ce qui s'est passé vendredi à Paris, pour moi ça ne rentre pas dans le cadre d'une stratégie de l'attention. Parce que ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'une boucherie pareille pour mettre la société française sous tension. Et ce que je crains, c'est que en fait, le plan, ça ne soit pas de nous mettre sur le dos une stratégie de l'attention, mais ça soit de nous mettre sur le dos une guerre. Une vraie guerre. Il faut voir que économiquement, en fait, la situation, comme je vous disais, est bien bien pire que l'impression qu'on peut en avoir quand on regarde les indicateurs officiels. En général, dans l'histoire du capitalisme, quand le système atteint son point de rupture, la solution c'est la guerre. Et moi je le crains vraiment maintenant. En fait depuis vendredi. Je dis,
Non, peut-être qu'en fait, ils vont carrément nous mettre une guerre sur le dos. Une guerre de quel type Ah, mais ça, je sais pas. Moi, si vous voulez, je ne peux pas vous donner de réponse, mais je peux vous dire ma méthode. Ma méthode, elle est simple. J'essaye de comprendre ce que peuvent être les intérêts des acteurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ma méthode, c'est ça. Quel peut être leur intérêt? Si vous voulez, quel type de guerre la CIA veut en ce moment? Il y a un film sur la CIA que j'aime bien, c'est, et puis on terminera là, si vous voulez, c'est le Raison d'État. C'est un film qui a été fait sur la CIA il y a quelques années. J'aime bien parce que c'est rigolo, il y a des scènes sur l'initiation au Skull and Bones, donc on peut imaginer George Bush dans ces positions-là, enfin, moi ça m'a fait marrer. Il y a une scène où il patauge dans la merde, c'est pour ça. Peu importe. Et il y a un dialogue dans ce film entre un haut cadre de la CIA et un mafieux américain. Et le mafieux, donc c'est supposé être un très méchant, dit au haut cadre de la CIA, vous me faites peur. Vous me faites peur parce que c'est vous qui déclenchez les grandes guerres. Parce qu'effectivement, quand on y réfléchit bien, le niveau de violence déployé par un mafieux américain par rapport au niveau de violence déployé par la CIA, mais c'est rien, quoi. C'est le bac à sable par rapport au ring de boxe, quoi. À peu près, quoi. Et il dit, vous me faites peur. Et l'autre, le cadre de la CIA, lui dit, comment ça, on vous fait peur? On dit, bah oui, vous déclenchez les grandes guerres. Et le cadre de la CIA lui dit, oh mais on fait les guerres de la bonne taille, just as big as they have to be. Voilà. Ils raisonnent comme ça, les mecs, à mon avis. Je pense que c'est vrai. C'est du cinéma, mais je pense en l'occurrence c'est vrai. Ils vont nous faire une guerre just as big as it has to be. Moi, à mon avis, c'est comme ça qu'ils vont faire. Donc après, voilà, je vous laisse calculer la taille de la guerre qu'il faut pour qu'on leur fiche la paix, quoi.